Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Super bien. Et le week-end? Tranquille. Tu es content de l'évolution des équipes, de l'équipe africaine qui reste là en Coupe du Monde? Oui, on a une équipe africaine en demi-finale. N'en déplaise à certains qui commencent à dire mais non, c'est pas l'Afrique noire, c'est l'Afrique blanche. Non, on n'est plus dans ce débat-là. Quelle que soit l'équipe, le Maroc fait partie du continent africain. Et surtout que le Maroc et le Gabon, par exemple, ont des liens très, très anciens et très forts, notamment au niveau de nos dirigeants, Ali Bongo et le roi Mohamed VI. Entretiennent de très très bonnes relations. Donc, si le Maroc va en demi-finale, c'est un peu nous qui allons aussi en demi-finale par ricochet. Donc, pour nous, c'est très très bien. Surtout aussi qu'ils vont affronter la France, qui est quand même un autre gros lot. Mais je pense qu'ils ont déjà prouvé qu'ils sont capables, parce que éliminer à la suite l'Espagne puis le Portugal, quand même chapeau. Il faut dire que cette équipe-là, quand même, il faut le reconnaître, elle est très forte. Et il faut même dire que c'est l'une des plus fortes équipes africaines qui ait jamais participé à un mondial. Parce que c'est vrai que quand on se rappelle en 90 le parcours du Cameroun, c'est vrai qu'ils étaient arrivés jusqu'en quart de finale, mais ils avaient battu la Colombie en 8e. C'était une des meilleures équipes d'Amérique latine, mais ce n'était pas quand même au niveau, par exemple, si on fait une comparaison avec l'Espagne et le Portugal. Le Sénégal qui était arrivé en quart de finale la première fois, ils avaient battu la Suède en 8e de finale. Donc, c'était pas quand même le même calibre, mais ça veut donc dire que vraiment cette équipe-là marocaine, quand même, il faut lui reconnaître qu'elle a un plus, et surtout au premier tour, elle a battu le numéro 2 au classement FIFA, la Belgique 2-0. Donc vraiment, il faut reconnaître que même si elle s'arrêtait là, ce qu'on ne lui souhaite pas, il faut quand même reconnaître que cette équipe-là a fait un truc extraordinaire, quoi. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où? En Asie, en Asie, on va essayer d'analyser la deuxième visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Il faut savoir que depuis que Xi Jinping est au pouvoir, en 2016, il avait effectué une première visite en Arabie Saoudite, mais celle de 2022 quand même est assez intéressante à plusieurs titres. D'abord, il faut savoir que depuis l'affaire Jamal Khashoggi en 2018 qui a terriblement envenimé les relations entre les Occidentaux, notamment les Américains et les Saoudiens. Il faut savoir que les États-Unis constituent le principal partenaire stratégique de l'Arabie Saoudite parce que les Américains ont d'énormes intérêts en Arabie Saoudite et les Saoudiens également aux États-Unis. Et donc, l'affaire Jamal Khashoggi, ce journaliste américano-saoudien qui avait été assassiné dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Cette disparition l'avait véritablement envenimé les relations au point où les Américains avaient quasiment mis au banc des accusés l'Arabie Saoudite. Et on en veut pour preuve, on se rappelle encore, Joe Biden, alors candidat à l'investiture démocrate, avait dit qu'il allait traiter l'Arabie Saoudite d'État paria. Et donc, durant cette période où les Occidentaux avaient, semble-t-il, tourné le dos à l'Arabie Saoudite, il y a un pays qui est resté à ses côtés, qui l'a toujours soutenu. Évidemment, c'est la Chine. Parce qu'il faut bien comprendre que la philosophie de la Chine est très simple. Elle est vraiment aux antipodes de la philosophie occidentale. C'est-à-dire, on ne se mêle pas des affaires intérieures. Ils ont considéré que l'affaire Jamal Khashoggi était une affaire interne à l'Arabie Saoudite et donc ils ne s'y ont pas mêlés. Et donc, ils ont continué à garder une relation privilégiée très importante avec l'Arabie Saoudite. Et c'est un peu ce retour d'ascenseur que les Saoudiens rendent à Xi Jinping, parce qu'il faut savoir que depuis la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences que ça a eu, notamment sur la flambée des prix de l'énergie, l'Arabie Saoudite est redevenue un acteur de premier plan. On se rappelle en juillet dernier le déplacement de Joe Biden, où il avait exhorté les Saoudiens à augmenter leur quota de production pour pouvoir faire baisser les prix du baril de pétrole. Malheureusement pour lui, les Saoudiens ne l'ont absolument pas suivi, puisque quelques semaines plus tard, on en a parlé ici, l'OPEP, notamment l'OPEP+, associé avec la Russie, ont décidé de baisser de 2 millions de barils jour leur quota de production. Et donc tout ça, évidemment, vient montrer une fois de plus combien de fois maintenant
les visions et surtout les intérêts sont divergents entre les Américains et les Saoudiens. Et surtout, ça montre aussi une forme d'émancipation et donc de la part des Saoudiens. Et lorsque l'on regarde, il faut voir que depuis en réalité le mois de mars, on assiste petit à petit à un détricotement, à une dégradation de l'unipolarité du monde dans lequel on était entré, notamment après la chute de l'Union soviétique dans les années 90. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par la remontée, si tu veux, de puissances émergentes régionales. Et donc ces puissances régionales-là commencent petit à petit à dire qu'elles ne sont plus obligées d'arrimer leurs intérêts sur les intérêts des Américains. Et donc elles commencent notamment à regarder par rapport à leur propre prisme. Et donc, on en a deux bons exemples, à savoir la Chine et les États-Unis. La Chine avait, jusque-là, avait tendance à se placer derrière les États-Unis parce que les États-Unis constituait son premier marché d'exportation. Et donc, de ce fait, la Chine était devenue un peu l'usine des États-Unis. Et donc, elle avait besoin de la puissance financière américaine pour pouvoir consommer les énormes biens de production et de services qu'elle mettait sur le marché. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'Arabie saoudite avait cette relation privilégiée avec les États-Unis parce que les États-Unis assuraient la sécurité de l'État saoudien. En échange, elle avait un accès privilégié aux ressources énergétiques saoudiennes. Et donc là, on assiste à un chamboulement de ces relations-là entre la Chine et les États-Unis, l'Arabie saoudite et les États-Unis, par le fait que d'un côté, on a la Chine qui a décidé de mettre en place ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, ce nouveau système par lequel la Chine veut bâtir une économie globale dans laquelle elle se trouve au centre. Et puis d'un autre côté, on a l'Arabie saoudite qui veut multiplier les partenariats économiques pour sortir de la dépendance du pétrole. Et donc, de ce point de vue-là, les deux États se sont retrouvés puisque pas moins d'une trentaine d'accords ont été signés entre Riyad et Pékin pour une valeur globale de 28 milliards de dollars. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que, outre évidemment les questions énergétiques qui font partie de ce domaine-là, notamment dans le domaine de la pétrochimie, on a aussi le domaine du logement parce qu'il faut savoir que l'Arabie saoudite a un énorme projet de construction d'une nouvelle ville, une ville futuriste, et la Chine a pu obtenir des marchés dans la construction de ce futur énorme complexe immobilier. Et puis derrière, évidemment, il y a les aspects liés à la formation, les aspects liés à par exemple, à la mise en œuvre de la formation des Saoudiens à la maniement de la langue chinoise. Et donc, tout ça fait qu'il y a un renforcement des relations bilatérales entre la Chine et l'Arabie saoudite. Et mieux encore, on le sait déjà, l'Arabie saoudite a déjà officiellement demandé son entrée dans les BRICS, donc cette association informelle qui se veut un anti-G7 dans laquelle on retrouve notamment la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, et donc avec la Russie bien sûr, et donc l'Arabie saoudite a déjà fait savoir qu'elle avait l'intention de rentrer dans ce club-là. Et donc tout ça, évidemment, n'est pas de bon augure pour les Américains qui voient cette présence-là, cette visite d'État de 3 jours d'un très mauvais œil. Il faut savoir que les petits plats ont été mis dans les grands parce que durant les 72 heures de présence de Xi Jinping en Arabie saoudite, il a notamment rencontré d'abord les autorités saoudiennes à la tête desquelles le roi Abdelaziz Ben Salman Al Saoud, donc le roi d'Arabie saoudite, et son fils Mohamed Ben Salman Al Saoud. Et ensuite, il a eu un tête-à-tête avec ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe, qui est une association des pays de la péninsule arabique qui regroupe notamment l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Koweït et Oman. Et ensuite, le vendredi, il y a eu maintenant une troisième rencontre, cette fois-ci, avec le tout premier sommet entre la Chine et les pays arabes. Donc, on a vu, outre les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, on a eu notamment les premiers ministres tunisiens, marocains, le président égyptien et notamment aussi le premier ministre irakien. Et donc, ce tout premier sommet sino-arabe va permettre aussi pour Xi Jinping, si tu veux, d'assurer un peu plus sa présence
dans la région, aussi bien dans cette zone stratégique du Moyen-Orient, à cause de ses ressources énergétiques, et surtout plus globalement dans le monde arabe, parce que évidemment la Chine entend, grâce à l'Égypte, qui a le canal de Suez, qui est un passage incontournable pour le transit des navires marchands du monde entier. Et donc l'Égypte aussi a une place importante à jouer, notamment comme l'Arabie Saoudite, dans la mise en œuvre de cet immense projet chinois. Et donc, comme je l'ai dit, ce déplacement d'Arabie Saoudite n'a pas été apprécié par les Américains, qui voient, ça on le sait déjà, c'est un secret de polichinelle, qui voient en la Chine la principale menace, si tu veux, à son influence et à son hégémonie. Et donc là, on voit que l'Amérique est totalement impuissante, puisqu'elle n'a pas pu empêcher cette arrivée de Xi Jinping, elle n'a pas pu empêcher au numéro 1 chinois de rencontrer la plupart des dirigeants arabes. Et donc, ça ne veut pas dire que les relations avec l'Arabie Saoudite sont finies. Non, au contraire, elles sont toujours là, elles sont indispensables, ils sont interdépendants. Mais ce qui est clair, c'est que il y a maintenant, là on assiste à une espèce de divergence des intérêts, et d'un côté, notamment du côté saoudien, ils commencent à estimer que, étant donné la manière, en fait, quand on regarde dans le fond, c'est que les Saoudiens voient que une très grande dépendance vis-à-vis des États-Unis est extrêmement dangereuse, dans la mesure où, en cas d'un retournement de situation, en termes d'un changement de vision de politique qui ne cadrerait pas avec la position américaine, il y a de fortes chances qu'ils subissent les mêmes effets que la Russie aujourd'hui, donc avec des sanctions économiques et financières qui iraient de la confiscation des devises en dollars détenues par l'Arabie Saoudite jusqu'à la confiscation de toutes les acquisitions que les Saoudiens ont dans les pays occidentaux, aux États-Unis comme en Europe, donc la saisie des biens des hôtels. On sait qu'ils ont des participations dans de grands groupes européens, dans de grands groupes américains, et donc tout ça n'est pas de bon augure. Et donc les Saoudiens se disent que s'ils le font aux Russes, si un jour aussi, pour des raisons géopolitiques, on n'est plus d'accord, ils pourraient aussi nous faire très mal avec ces sanctions-là. Et donc on assiste, c'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite se tourne vers la Chine, pour cette fois-ci orienter une partie de ses investissements non plus vers les États-Unis et l'Europe, mais les tourner vers la Chine, qui constitue aux yeux des Saoudiens une meilleure garantie pour protéger leurs intérêts futurs. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel les Américains ne s'attendaient pas. Mais évidemment, il y a un adage africain qui dit que lorsque tu égorges la poule, le canard te voit. Et donc, la manière dont les Occidentaux traitent la Russie, actuellement la Russie qu'ils citaient il y a encore quelques années comme étant un véritable partenaire avec lequel on échange, un véritable partenaire économique, aujourd'hui la Russie est devenue l'État paria par excellence pour les Occidentaux. Et donc, les Saoudiens et bien d'autres puissances sont conscients de cette réalité-là. Et la Chine aussi préfère aussi se désengager de plus en plus des pays occidentaux et des États-Unis, parce qu'on sait qu'il y a un intérêt, il y a une question qui est très fortement divergente vis-à-vis des Occidentaux, c'est la question de Taïwan. Donc pour la Chine aussi, il s'agit non plus de mettre toutes ses billes dans le même panier, notamment dans le panier occidental, mais aussi de réorienter ces billes-là vers le Moyen-Orient, qui est une zone quand même avec un très très fort potentiel. Et donc les Chinois sont conscients de cela. Et donc les deux groupes voient finalement en ce moment converger leurs intérêts, et c'est ce qui a accéléré cette visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Bien entendu, les dirigeants saoudiens et chinois se sont entendus sur la multiplication de ces rencontres-là bilatérales qui devront avoir lieu tous les 2 ans avec une alternance entre Pékin et Riyad. Mais évidemment, comme je l'ai dit, cette visite-là marque encore une fois un tournant de plus dans la désagrégation de l'unipolarité du monde et vers la création d'un monde cette fois-ci multipolaire et non pas bipolaire comme c'était avant la chute du mur de Berlin. Là, on s'achemine véritablement vers un monde multipolaire avec plusieurs pôles d'influence régionaux, qu'ils soient chinois, qu'ils soient saoudiens, qu'ils soient indiens et autres. Merci Jean-Paul qui revenait pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.